sais pas si c'est d'où ça vient, mais effectivement, quand on rentre dans une salle, on a plutôt tendance à se mettre au fond. J'y réfléchis après. Et voilà. Alors il y a plein de place devant. Donc si vous voulez vous mettre devant, mettez-vous devant, sinon vous pouvez rester à votre place. Mettez-vous Tu vois à l'aise. On va se rapprocher. mettez-vous à l'aise. Ah voilà, ce sera plus convivial, merci. C'est gentil. Donc j'en profite pour me présenter. Donc moi je suis Ludovic Madrid, je travaille chez Sopra Steria depuis début 2019, je suis basé à Grenoble. Et j'ai en charge le développement des activités commerciales, entre autres, de la partie EDF Hydro. Bonjour à toutes et à tous, Stéphane Michalet, je suis directeur de projet chez Sopra Steria depuis pas tout à fait 2 ans et j'interviens sur le périmètre donc delivery EDF Hydro. Alors, et notre client, qui s'appelle Laurent de la Ville, aurait aimé être là pour appuyer ce témoignage et puis aussi vous raconter comment lui il avait vécu de son côté. Malheureusement, l'agenda fait que c'est la semaine de son PI planning et il a préféré. Voilà, c'est ballot, mais il a préféré aller à son PI planning. Alors, EDF Hydro, peut-être que certains d'entre vous connaissent cette entité, c'est une direction qui fait partie de la branche énergie renouvelable côté EDF, et dans le mastodonte qui est EDF, finalement, c'est une entité qui est relativement petite. C'est à peu près 6000 agents, et ça gère 427 barrages en France. D'accord, qui sont plus ou moins gros, qui sont plus ou moins importants, mais ça veut dire qu'il y a beaucoup d'équipements à gérer, avec toute la problématique aussi contrôle-commande, supervision, que l'on va avoir associée à ces activités de barrage. Et il faut savoir que leur grande fierté, c'est que du coup, c'est le premier producteur d'énergie renouvelable en France. Ça représente 21 gigawatts de capacité de production, soit un peu moins de 20% de leur capacité de production. Donc c'est assez massif. Et quand on parle de capacité de production, ça ne veut pas dire qu'ils génèrent 21 gigawatts au quotidien ou dans l'année. Ça veut dire que c'est une réserve de capacité de production qui déclenche et qui active en fonction de différents paramètres. Par exemple, l'électricité, elle est chère, il faut larguer. Parce qu'ils vont être capables de produire, de générer l'équivalent d'une tranche de centrale nucléaire en moins de 5 minutes, avec certains barrages. C'est énorme. Ils veulent, l'électricité n'est pas chère, ils ont de la réserve d'eau, ils veulent se réinjecter de la capacité de production, ils vont lâcher des barrages la nuit, même s'il n'y a pas de consommation. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils vont remonter de l'eau avec l'énergie qu'ils lâchent, ils vont remonter de l'eau en altitude pour pouvoir la relâcher quand l'énergie est extra chère, parce qu'ils vont pouvoir la vendre. Donc c'est une gestion qui est un peu particulière pour EDF Hydro, et puis ça leur permet aussi de gérer l'aspect environnemental, parce que dans leur mission, ils sont aussi gestionnaires de l'eau. Encore, ils ont une mission environnementale qui est très importante. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que dans les barrages, il y a un aspect sécuritaire aussi qui est très important. C'est pas le sujet, mais ça me paraît important de le signaler. C'est que si on a le barrage de Serponçon qui lâche, en 1 heure, c'est presque 100 000 morts. C'est plus important l'impact immédiat qu'une centrale nucléaire. Donc ils ont un aspect aussi, ils ont une préoccupation sécurité qui est très importante et on n'a pas forcément tant conscience. Il y a eu il n'y a pas très longtemps le niveau d'alerte qui a été atteint sur Serponçon, ils ont évacué 10 000 personnes dans les barrages qui sont. Je ne voulais pas vous faire peur. C'était pas l'objet. Voilà un peu qui est EDF Hydro. Et dans leur particularité de cette petite entreprise à l'intérieur du groupe EDF, il y a 3 grandes activités. Il y a une activité contrôle-commande informatique industrielle. Il y a une activité informatique scientifique, c'est le sujet dont on va vous parler. Et puis il y a une activité plus informatique de gestion qui vient compléter leurs activités. J'ai pas voulu faire d'animation, mais vous n'êtes pas obligé de tout lire d'un seul coup. Parce que les animations, je trouve ça un peu pénible. Alors, avec EDF Hydro, Sopra Steria a un contrat de maintenance sur un groupe d'applications scientifiques. Il y a 7 applications scientifiques. Et le fonctionnement qu'on a mis en place avec le client, c'est un fonctionnement agile.
un peu particulier, on s'est cherché pendant quelques années, et le fonctionnement qu'on a retenu, c'est de faire une release, et là, dans chaque release, en fait, on travaille sur un périmètre applicatif. Donc pendant qu'on travaille sur un périmètre applicatif, les 5 ou 6 autres domaines dorment. Et c'est le portfolio manager, c'est Laurent Delaville, qui choisit en fonction de la discussion qu'il a avec ses métiers, quel périmètre applicatif va rentrer dans la release. Et donc on gère ces sujets comme ça. Et puis début 2022, Laurent nous dit, ces applications sont développées en PHP, sur des frameworks qui sont plus maintenus, il nous dit il faut gérer l'obsolescence. Donc on va rentrer dans un chantier de gestion de l'obsolescence. Mais je veux continuer à délivrer de la valeur pour les clients. Donc vous ne touchez pas la release, on continue à l'alimenter, et on va développer en parallèle, on va faire un stream à côté pour la gestion de l'obsolescence. Ok, très bien. Pardon. On fait une macro-estimation, on définit un planning, tout va bien. Et on monte une première équipe qui, en parallèle, va développer l'obsolescence. Enfin, va gérer la première application. En septembre 2022, on est déjà bien parti, on a 2 équipes qui sont en place à Grenoble. Et puis il nous dit, l'application Optimise, que j'avais prévu de faire démarrer en 2023 pour une livraison mi-2024, ou fin 2024, est de 2024. En fait, il faut qu'on la termine avant fin 2023. Et là, ça commence. Parce que on rechiffre l'application Optimise à migrer. Et on arrive sur une application, c'est un chiffrage, on est à 1800 jours. Et pour pouvoir tenir le planning, il faut monter une équipe de 15 personnes. On est en 2022. À Grenoble, le marché est saturé. On n'a plus de ressources dispo. Impossible. Donc, on cherche. On va à Clermont, on va à Lyon, on vient à Paris. Et on essaye de voir si on peut monter une équipe. Mais en fait, tout le monde, chez Soprastaria, à ce moment-là, est très chargé, très occupé, et on y arrive. Il y a une contrainte complémentaire, c'est qu'on doit être dans un site sur EDF. Donc, on ne peut pas non plus faire ça n'importe où. Et donc, on lui dit, bah, écoute Laurent, on a regardé, va négocier avec tes métiers, va négocier que le budget peut durer plus longtemps, et donne-nous du temps. Et on va y arriver, mais donne-nous du temps. Donc, il y va, et il revient, il nous dit, non, fin 2023, et là, on s'est réunis en interne, et on a dit, bon, bah, de toute façon, on ne va pas y arriver comme ça, donc il faut qu'on regarde ce qu'on peut faire ailleurs, qu'est-ce qu'on peut proposer. Et là, c'est l'étape 3, sortir du cadre. Nous avons un centre de production nearshore en Espagne, et j'apprends qu'on a réalisé pour un client, une autre entité de l'EDF, une tierce recette applicative, et donc on a un site sûr à Valence. Et je dis aux équipes de Valence, est-ce que vous savez monter une équipe de 15 personnes en 2 mois? PHP, Angular, Java. Et ils me disent banco. Donc je vais voir Laurent, je lui dis Laurent, si on veut faire ton truc, t'as pas le choix, il faut qu'on investisse. Et le contrat ne le prévoit pas spécialement. On est en France, en site sûr, c'est des applications qui servent dans le domaine de l'hydraulique, mais pour certaines aussi dans le domaine du nucléaire. Et je lui dis, bah, c'est la seule solution que je peux t'apporter, c'est celle-là. Et qu'est-ce que tu en penses? Il me dit, bah, qu'est-ce que tu en penses toi? Est-ce que ça peut marcher? Je dis, bah, ils m'ont dit que c'était pas. J'ai jamais fait, mais ils m'ont dit que c'était pas. Il me dit, ok, bon bah, appelle l'acheteur, et puis voir si le gestionnaire du contrat, si dans le cadre du contrat actuel, on est autorisé à faire ce projet. On en discute, tout ça, ils me disent, bah, en fait c'est pas autorisé, mais c'est pas en plan. Il n'y a rien qui empêche de le faire dans le contrat, la RGPD, communauté européenne, tout ça, machin. C'est pas interdit. Si tu as un site sûr, bah, je peux pas dire non. On dit, bah bon, allez, donc on y va sur la solution d'un dispositif en Espagne. On a la validation du projet, et donc mi-novembre, il y a la première ressource qui arrive sur le sujet. On a commencé par 2 ou 3, je crois. Et puis on est arrivé à 14-15 en février.
Voilà. Et là, je vais laisser Stéphane vous expliquer la suite du cours. Merci Ludovic, j'espère qu'il vous a mis l'eau à la bouche. Avant de rentrer dans le concret, déjà de présenter un peu l'application Optimis, comme l'a dit Ludovic, c'est une application qui est de l'ordre du scientifique, qui adresse des besoins scientifiques côté métier hydro. Et cette application, elle a l'objectif de maximiser la production d'énergie tout en optimisant la quantité d'eau qui peut être utilisée à la fabrication de cette énergie. Donc c'est là que Optimis rentre en jeu. Et donc cette application, pour répondre à cet objectif majeur, elle est déjà couplée avec des jumeaux numériques. Donc ce sont des éléments qui sont installés sur les barrages, de façon à pouvoir mesurer un certain nombre de paramètres sur la production d'énergie, sur les ouvrages. Donc ça c'est un élément important. Et puis d'ailleurs, comment fonctionne proprement parler l'application? Il y a deux volets. Un premier volet qui permet de modéliser, de simuler les performances hydrauliques, donc avec un certain nombre de paramètres. Et le deuxième module, on va comparer avec les données du terrain. Et donc l'objectif de l'application scientifique Optimis, c'est de simuler des modèles, de regarder par rapport à la réalité des choses et d'ajuster les modèles pour voir comment on arrive à optimiser cette fabrication d'énergie avec une optimisation de l'eau, comme l'a présenté Ludovic. L'eau qui est quand même une denrée rare et qui est la matière première côté hydraulique. Donc ça, c'est pour vous présenter l'application Optimis. Et puis, comme Ludovic a posé le décor, on a démarré mi-novembre avec une première ressource et puis avec un pic de charge à 15. Donc, cette équipe créée from scratch avait une organisation, on va dire, bicéphale. L'intégralité d'équipe à Valence, donc là on voyait indiquer une dizaine de TP, c'est qu'il y a eu effectivement des fluctuations de charge, mais si on regarde sur la durée du projet, on a environ une dizaine de TP, et un pilote à Grenoble, en proximité de notre client, de façon à pouvoir donner encore plus de corps à cette agilité telle qu'on l'a voulu dans la construction de ce projet. Mais avant de mettre en place cette équipe de 15 TP, il a fallu faire le ramp-up, donc trouver des ressources françaises, parce que Hydro ne parle pas anglais. Là, on a eu encore un concours de circonstances parce qu'on a eu une grande majorité de ressources qui sont françaises expatriées en Espagne et puis des Espagnols qui ont appris le français et qui le parlent très bien. Donc c'était une première difficulté à franchir. La seconde, on n'a pas eu de site sûr, donc on avait aussi une opportunité en ayant un existant, donc on l'a adapté par rapport aux exigences que pouvait avoir EDF Hydro. On a fait en sorte d'avoir des postes EDF, donc là on s'est amusé à préparer des postes, à faire création des comptes côté EDF, préparer les postes et les expédier, donc l'export, à Valence pour que l'équipe puisse travailler sur l'environnement EDF. Donc ça n'a pas été une masse à faire, ramp-up très rapide, mais début 2023, l'équipe était opérante. Et puis derrière, si on doit décrire un peu sous forme de carte d'identité ce projet, l'agilité, ça nous paraissait indéniable de travailler en agilité, parce que comme l'a dit Ludovic, un projet de 1800 jours, de le faire en cycle en V classique, effet tunnel, bon, on s'est arrivé sûrement au même résultat, mais pas avec la même, on va dire, adhésion, acceptation à la fois de notre commanditaire et des métiers. Et puis, dans l'équipe, côté Valence, on avait mis un chef de projet et un business analyst. Et ce business analyst, dans la manière dont a été déroulé le projet, c'est mué vers un rôle vraiment de PO. C'est-à-dire qu'il s'est vraiment approprié l'application d'un point de vue fonctionnel, mais aussi d'un point de vue technique, et encore plus, ce qui va permettre de justifier ce succès, d'un point de vue scientifique. Il a compris les modèles, il y a déjà un cursus scientifique, mais il a pu comprendre dans les grandes lignes la logique recherchée avec l'application. Cette méthodologie avec un modèle de délivré distribué, parti avec une équipe neuve, ne connaissant pas le métier d'Hydro, ne connaissant pas le métier de l'application Optimis, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait venir une partie de l'équipe de Valence en immersion à Grenoble, auprès de l'équipe qui gérait la partie release, de façon à leur donner un premier vernis fonctionnel et qu'ils appréhendent le mieux possible le contexte d'Hydro, avec la présentation et les éléments structurants qu'a mis Ludovic en avant, de façon à ce qu'ils sachent réellement l'objectif du projet, mais aussi l'objectif était aussi de leur donner du sens. C'est pas l'objectif, c'est on doit rénover une application et on s'arrête là. Non, non, c'est on rénove une application qui a du sens pour notre client et on veut aussi le donner. La méthodologie prend encore tout son sens parce que
on a pris... alors un point important, c'est que le projet de rénovation se faisait à iso-fonctionnalité. Les fonctionnalités qui existaient en application en PHP Java devaient être identiques en Java Angular. Et donc pour ce faire, on a pu découper finement toutes les fonctionnalités qui étaient implémentées de façon à pouvoir organiser sous forme de feature, pour commencer à préparer en amont le design des US et derrière la composition des sprints. Et puis, il y a un autre élément à mettre en perspective avec cette carte d'identité. Au démarrage du projet, on n'a pas d'expertise technique, fonctionnelle, scientifique. Et à l'issue du projet, on a pu créer cette compétence, cette expertise, qui aujourd'hui, côté Valence, est un vrai asset. Parce que, à travers l'exemple que je donnais du business analyst, on a un vrai savoir-faire qu'on a cherché à maintenir avec d'autres projets de même nature avec notre client côté Hydro. Et puis, Ludovic l'a bien clairement mis en exergue, un planning qui ne pouvait pas bouger. Démarrage mi-novembre 2022, date de fin 31 décembre 2023 minuit. On ne peut pas basculer 1er janvier 2024, ça n'était pas possible. Et donc, une fois qu'on a planté le décor de l'application, comment finalement cela s'est opéré avec ce petit cheminement. Point de départ, une application optimiste qui est obsolète, sur laquelle il y a une forte exigence en termes de livraison de la nouvelle application. Et donc là, ça s'est orchestré selon quatre temps. Le premier temps, je l'ai un petit peu commencé à l'introduire, c'est la feuille de route. Donc on a saucissonné le projet par fonctionnalité. On a aussi pris un peu de recul, parce qu'il ne fallait pas non plus se précipiter. On venait de franchir une étape assez cruciale, constitution d'une équipe française, enfin francophone, constituée d'une quinzaine de TP, qui était prête à démarrer. Et donc derrière, on a pris un peu de recul et puis on a essayé de voir comment on pouvait organiser le mieux possible, bien sûr avec l'agilité, le travail. Et donc là, a été mis en place on va dire un process d'idéation de façon à pouvoir extraire de l'existant quels étaient les modules qu'on allait pouvoir peut-être construire techniquement différemment de façon à vraiment en constituer des briques. Donc ça, c'est également un travail qui a été fait avec l'équipe. L'immersion, je vous en ai parlé. Et puis derrière, on s'est mis vraiment dans une démarche agile. Donc on a notre backlog, on définit les features, les US, et puis on valorise les US, et puis on part sur les cycles de sprint de 3 semaines. Avec le même cérémonial, un daily commun, nos équipes de Valence avec le client, tous les matins. Laurent Delavie se connectait pour, je vais prendre cette image-là, prendre la température du terrain. Donc ça, c'était un élément aussi structurant à mettre en place. Et puis, si on continue dans le cérémonial agile, donc daily, les démos, les rétros, le sprint planning, etc., etc. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, la méthodologie, c'est bien, il faut la mettre en place, je vais m'illustrer. Ce qui était surtout important, de notre point de vue, c'était une première expérience pour notre client, une expérience agile en mode distribué avec l'Espagne. C'est s'assurer que le projet démarrait bien, était sur les bons rails. Donc là, on a mis en place ce pilotage bicéphale avec une chef de projet présente à Valence qui coachait, qui pilotait au quotidien ses équipes, qui était garante aussi de la méthodologie. Et puis, pour ma part, j'étais plutôt proche du client, permettant d'assurer cette proximité par rapport à l'avancement du projet. Derrière, il y avait effectivement aussi, toujours dans cette dynamique de prise de recul, l'ajustement de la feuille de route. On a eu des aléas, il a fallu réagir par rapport à ces aléas et voir comment réorienter la route prise par rapport à notre feuille de route. Le dernier élément sur cette deuxième étape, c'était de démontrer la valeur pour donner confiance. Laurent Delavie avait confiance dans le modèle qu'on lui proposait. La difficulté que lui avait, c'était de démontrer à ses métiers que le pari, que le challenge qu'il relevait avec nous allait fonctionner. Et donc là, ce qui a vraiment été clé, c'est dès les premiers sprints, on a montré à Laurent et à ses métiers que c'était cadré, que ça avançait à la bonne vitesse, qu'on adaptait le cas échéant en fonction des aléas, et ça a créé de la valeur et donné vraiment confiance à la fois à notre client, mais aux clients de notre client. La troisième étape, on a exécuté le plan. Ce qui a vraiment été apprécié, c'est la préparation et la qualité de nos démos. Toujours à la baguette, notre business analyst qui, au début, n'avait pas le même niveau de connaissance qu'à la fin, mais monter en valeur, apporter un œil critique aussi sur la préparation des démos. Et c'est quelque chose de vécu.
Vous verrez à la fin dans la voix du client, ce business analyst s'est vraiment mué dans un rôle de PO et il pouvait très bien changer de badge, prendre un badge, troquer son badge de Sopra Steria Valence pour EDF et il maîtrisait l'application. Ce qui a été aussi apprécié à travers les démos, c'est qu'on n'a pas cherché à alimenter, je vais même utiliser le verbe polluer la backlog avec des anomalies. On a voulu traiter tant que le fer était chaud, puisqu'on était dans le sujet concerné par le sprint, et ça permettait aussi de continuer à nourrir la confiance de notre client sur notre capacité de réactivité et de correction de l'erreur. Et puis derrière, on prépare aussi la suite de l'étape 4 avec le dernier item. C'est une application qui n'a pas une exigence forte en termes de performance, mais il fallait quand même s'assurer qu'en les réécrivant avec un nouveau socle technologique, on ne dégradait pas la performance. Et donc là, on a commencé avec le client à structurer une démarche de performance, de vérifier que sur des exécutions, des traitements longs, on avait à peu près les mêmes temps de réponse entre l'ancienne application et la nouvelle application. Et puis dernière étape, on dit avec beaucoup d'humilité, mais valider le succès, parce que ça n'a pas été simple. C'est un projet qui peut paraître de taille plutôt petite, moins de 2000 jours, une dizaine de TP, alors avec une distance, mais on a pu avancer tel que le plan l'indiquait, ajuster le cas échéant, et puis de démontrer cette valeur et le fait que le timing était engagé. Et puis derrière, on a commencé à anticiper le change, c'est comment faire assurer ce passage de relais à la fois vis-à-vis des utilisateurs, même si l'application restait la même. L'ergonomie a changé, évolué un tout petit peu, du fait du changement de socle technologique, mais aussi de pouvoir valider en amont la manière d'ouvrir la nouvelle application. Est-ce qu'on partait sur une approche Big Bang, on coupe l'ancienne application, on bascule sur nouvelle? C'est pas le choix qui a été fait. Ça s'est fait plutôt en deux temps. On a fait une mise en service technique, donc mise en production à blanc, permettant à certains utilisateurs clés de se faire la main sur l'application. Et lorsqu'on a eu leur go, on a ouvert à tous les utilisateurs. Et bien sûr, derrière, on est resté en relais, même si la dimension de change était certes présente, mais pas de manière importante, pour assurer la conduite du changement s'il y avait besoin de le faire. Mais avec cette agilité, ce cycle, au fur et à mesure, les métiers qui recetaient l'applicatif développé commençaient déjà à s'approprier la nouvelle application. Donc voilà en quelques mots cette folle aventure, cette belle aventure que nous avons vécue avec nos équipes, certes de Valence, mais aussi avec nos clients, et qui permet aujourd'hui de pouvoir prendre un peu de recul et puis de dresser un bilan de ce projet. Parce qu'au moment où on vous parle, donc il a été mis en production début janvier, et on a été compliant avec l'objectif et le challenge qui nous a été proposé. On a voulu remettre en perspective avec cette prise de recul 3 éléments qui sont pour nous des éléments clés de succès. Ce mode One Team, j'espère que ce terme vous parle, c'est on a volontairement, alors l'agilité aide, mais casser la distance géographique entre le client à Grenoble et nos équipes à Valence. Et ça s'est fait par le cérémonial agile, mais aussi cette transparence lorsqu'il y a eu des difficultés, lorsqu'il y a des aléas, mais surtout, quelles étaient les propositions, c'est un élément qui sera mis en avant dans la voix du client, c'est quelles sont les propositions de valeur qu'on pourrait faire pour pallier à ces aléas. La qualité des démos, et puis je l'ai évoqué juste avant, c'est vraiment cette qualité des démos / réactivité dans le traitement des anomalies. Ça a vraiment fait mouche dans ce mode One Team. Et ce mode One Team, si je devais encore extraire ou mettre en avant un élément, c'est vraiment ce délit commun. Le client ne s'est pas mis en spectateur, c'est vraiment mis en acteur. Alors déjà parce que c'est sa nature, Laurent, mais parce qu'il était aussi animé de cette conviction que le projet, il avait quand même engagé sa responsabilité métier, mais on lui a donné confiance dans la capacité à pouvoir délivrer ce qu'il attend. L'apport de valeur, je vais le remettre en avant, alors c'est pas que lui, mais c'est vraiment incarné par cette montée en valeur de notre business analyst. Et puis derrière, on a quand même su créer un asset à la fois technique, des jeunes développeurs qui ont démarré autour de ce projet, qui ont pu acquérir une certaine expérience dans la rénovation technologique d'une application, mais aussi sur le domaine fonctionnel, parce qu'à Valence, le monde de l'énergie et de l'hydraulique est un monde qui n'est pas connu. Et puis le pilotage, c'était un choix qui était assumé, c'est vraiment d'avoir ce pilotage bicéphale pour assurer courroie de distribution entre
en interne du projet Grenoble-Valence et d'assurer, je dirais, cette vision 360 avec notre client. Et dernière chose, on n'a pas évoqué, on a souhaité, côté Soprasteria, faire venir notre client à Valence au tout début du projet. Les contraintes d'agenda, ça n'a pas pu se faire. Ça s'est fait plutôt au mois de septembre, donc on avait basculé sur la deuxième moitié du projet. Ça a été très positif sur plusieurs points de vue. Déjà pour nos équipes, rencontrer le client, ça donne encore plus de sens. Deux, on a eu l'occasion de faire une démo, on est arrivé en fin de sprint, de faire une démo, de montrer preuve à l'appui le BA qui faisait la démo des fonctionnalités et Laurent Delavie qui connaît très bien l'application, de challenger notre BA sur certains éléments très techniques ou très spécifiques dans l'utilisation de l'application. Donc c'est un élément fort et si on devait refaire l'histoire, c'est un élément qu'on aurait voulu, un événement qu'on aurait vu au début du projet. Ça a encore plus cimenté la confiance client Soprasteria. Ça s'est fait en septembre, mais ça permet aussi de montrer l'envers du décor, si je peux le dire comme ça. Et puis maintenant, je vais laisser la parole à Ludovic, c'est comment finalement le client parce qu'il a fait une évaluation, comment lui il a vécu le projet, c'est bien d'un point de vue IT que d'un point de vue métier. Et alors comme tous, vous évaluez vos fournisseurs, nous sommes aussi évalués. Et ce projet, si je l'ai proposé pour la conférence, c'est parce qu'en fait, la meilleure note qu'on a jamais eue, elle est sur ce projet. Voilà, le client, alors est-ce que le client il nous a mis une très bonne note parce qu'il s'est aussi engagé, et comme au final on n'a pas livré le 31 décembre, on a livré le 5, la mise en place c'était le 5 janvier, malgré tout c'était quand même, voilà, par rapport au challenge, c'est un vrai succès. Donc il a aussi voulu montrer certainement par là à ses chefs qu'il avait fait le bon choix. Toujours est-il qu'on a eu la meilleure note, et en fait ce qu'il en dit c'est que tout au long du projet, depuis le moment où il a exprimé sa douleur jusqu'au moment où on a livré, on a toujours été à son écoute et on a toujours su s'adapter, prendre en compte les aléas et lui trouver une solution. Que l'équipe dédiée en Espagne, lui il a adoré, il a trouvé des compétences, il a trouvé des gens. Parce que tu parlais de langue, mais en fait il y a la culture aussi. Il y a la culture qui change. Et c'est quelqu'un qui est en maîtrise, Laurent il est en maîtrise de tout ce qu'il fait. Toutes les applications, il les connaît. Quand il discute avec les métiers, il les challenge. C'était 25 ans ou 28 ans qu'il travaille chez des Hydro à DTG. Et en fait, il veut savoir ce qui se passe et il nous avait demandé ça. Et il était content parce qu'en fait, il a eu la transparence et à chaque fois qu'on a eu un problème, on l'a partagé avec lui. À chaque fois qu'on était en avance sur un sujet, on le partageait. Et quand il y a quelque chose dans l'application qui ne nous convenait pas, on lui disait. Et ça, il a trouvé ça très très bien. Il l'a redit dans les aspects pilotage. Le pilotage qui a été mis en place n'a pas dénaturé l'esprit agile du projet. Donc ça aussi, c'était quelque chose qui était bien. Et le fait qu'on corrige les anomalies au fil de l'eau, quand on a livré pour la mise en production, post-mise en production, on avait 0 anomalie. Donc un projet qui a été finalement aussi de très grande qualité à l'issue de cette livraison. Et pour terminer, donc, Laurent dit un projet piloté comme on aimerait les voir plus souvent, j'imagine, avec des ressources compétentes, des parades pour limiter les risques, pour faciliter la réalisation du projet, notamment lié à la distance géographique, et un pilotage à l'écoute, réactif face aux aléas, et qui a permis au client aussi d'avoir la visibilité. Quand il dit donner au client, c'est lui, mais c'est aussi ce qu'il a pu lui transmettre à son métier en tant que donneur d'ordre IT. Voilà, on a fini pour cette histoire, cette présentation. Si vous avez des questions. Cette belle histoire. Merci. Merci. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez qu'on revienne sur certains points, n'hésitez pas. Moi j'ai une question sur le cadre, le pilotage que vous avez exprimé. Chefferie de projet, on va dire assez classique, oui. De l'agile. Est-ce que c'est une réflexion que vous avez eue assez longue pour savoir si ça valait le coup de mettre en place ce dispositif ou c'est venu assez naturellement? Et est-ce que ça ne revenait pas pour remettre en cause dans la philosophie agile qu'on voulait éventuellement déployer, en tout cas pour la partie espagnole? Alors, je vais répondre à cette question, même si je ne suis pas du délivré. En fait, je suis en charge de la rentabilité des projets. Okay. Et chez Soprasteria,
on ne laisse pas partir un projet sans chef de projet. D'accord. Donc il y a une articulation à trouver, et je pense que cette articulation aujourd'hui, elle est assez claire entre les différents rôles de PM, le PM chef de projet développé chez nous, et les équipes agiles. Les Scrum Masters, ils sont aussi éduqués à savoir ce qu'est un contrat, un engagement, et que c'est pas la porte ouverte à tout. L'agilité, c'est pas la porte ouverte à tout. Quand je dis on a vendu 1800 jours, c'est 1840 et quelques jours, peu importe, le client, il a payé 1840 jours. Et il a payé pour avoir un truc ISO fonctionnel à la fin. C'était pas, bon allez, dans 1840 jours on s'arrête, on regarde ce qu'on a. Donc on était obligé d'avoir ce dispositif, et puis par ailleurs, le chef de projet côté Espagne nous a aussi aidé à faire la gestion RH de l'équipe, avoir un relais RH, à savoir qui était bien, qui était en difficulté, s'il y avait besoin de renforcer sur certains aspects. Et en étant à distance, c'est hyper important pour nous d'avoir un manager local qui est capable de nous donner la vision aussi et le reflet de ce que vivent nos équipes, parce que autant à Grenoble, on va sur les plateaux, on boit un café, on discute, on entend ce qui se passe, et on sait. Là, c'est plus compliqué. En fait, je suis un peu surprise que le client soit présent au début. Ça, c'est drôle. Et je me dis comment, en fait, je me dis comment a vécu ça, enfin, comment l'équipe a vécu ça. Est-ce que, enfin, la gestion du stress, j'entends, j'imagine, je perçois du stress, un cadencement assez fort au niveau des équipes. Je ne me trompe pas. Bref, ça a dû être un peu compliqué. Avec le client tous les jours qui vient relever les compteurs, est-ce que ça reste agile, ça? Ouais, vas-y. C'est un très bon point, parce qu'effectivement, on s'est posé la question, parce qu'à un moment donné, notamment lorsqu'on on a rencontré des phases un peu critiques dans le projet, on s'est dit, est-ce qu'on ne doit pas arrêter les délits avec le client? Voire même, on dit, on continue les délits et on fait un délit en parallèle. Là, on sort totalement du cadre agile, je dirais, au premier degré. Dans les situations un petit peu difficiles, il y a certains membres de l'équipe qui ont utilisé les bons termes pour exposer la situation au client de façon à ce qu'il n'ait pas ce rôle d'intrusion, qu'il ne soit pas vu comme quelqu'un d'intrusif ou qui va aller finalement prendre la baguette du chef de projet ou du Scrum Master et dicter le tempo. Il a eu cette intelligence-là aussi, Laurent. Il a entendu, il a été aussi force de proposition, parce qu'on peut regarder avantages, inconvénients d'un délit commun. Si on regarde le côté avantage, des choix des fois techniques, il a été, avec son expérience comme a illustré Ludovic, il a pu être aussi force de proposition. Donc finalement, il s'est mué, il a changé sa casquette, il a posé la casquette EDF, il a posé la casquette quelque part de l'équipe et Sopra Steria. En fait, ce qui est compliqué, c'est que non seulement c'est le métier et votre client. Je veux dire, quand c'est en interne, on peut très bien dire. J'imagine qu'il y a des choses qu'on dit difficilement, qui sont plus dures à des fois, composer. Qui sont des fois pas dites, effectivement. Et donc là, on sort un peu de. C'est difficile à gérer. Donc, sur ce projet en particulier, où voilà, on partait dans l'inconnu, et on avait un Laurent qui avait besoin d'être rassuré, on ne voyait pas tellement comment faire différemment. Dans les autres projets qu'on fait avec Laurent, on a arrêté ce fonctionnement. C'est-à-dire qu'on fait nos délits, et une fois par semaine, il vient au délit. Voilà. Et puis s'il a besoin d'avoir des infos, il nous appelle, discute avec le problème, etc. Et l'équipe, elle est, dans son cycle, elle est autonome. Ça a été une douleur pour Laurent quand on a dit ça. On a dit on ne veut plus te voir au délit. Mais là, dans ce cas précis, alors ça n'a pas dû être facile tous les jours pour l'équipe, c'est sûr, mais c'était important, et au final ça a créé du lien, ça a permis aussi de faciliter certaines discussions, parce qu'il y a une intelligence de situation qui fait qu'on a réussi. Mais c'est clairement un bon point. Effectivement, il y a une vraie ambivalence. Est-ce que j'accepte ou pas d'avoir mon client en présence en délit? Tout à fait. Ça, c'est clair. Et là, on a fait, comme je vous ai dit, qu'on a fait ce choix d'accepter, mais dans notre contexte. Je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais sur un autre client dans le domaine des télécoms, on fonctionne comme ça aussi, c'est-à-dire qu'on fait une fois par semaine, le client vient au délit. Le PO, enfin. Ouais, enfin, quand je dis client, en l'occurrence, c'est le PO. Qui vient au délit, le reste du temps, on est
on est entre nous. Et, après, il a accès au dashboard, il a accès à tous les éléments. Donc, s'il veut regarder, On peut regarder. Et avec du recul, c'est quoi vraiment les choses les plus marquantes qui ont fait qui ont conduit à ce succès C'est une bonne question. On a extrait quelques facteurs clés de succès, mais on ne fait pas un projet sans des hommes et des femmes. Donc il y a clairement la composition de l'équipe. On leur a dit quand on est allé à Valence devant le client, on a une équipe top, qui a su être complémentaire, qui a su être solidaire, qui a su aussi se retrousser les manches, parce qu'il y a aussi des aléas où on a dû un peu booster pour respecter le planning et le timing. Donc c'est avant tout les hommes et les femmes. Après, deuxième élément, le client. Ludovic a fait quelques parallèles avec d'autres clients. Si on n'a pas eu cette confiance commune, on y serait peut-être allé avec plus de difficultés. On aurait peut-être dit au client, à Saint-Laurent, enfin un autre client, le projet on ne le livrera pas fin 2023, mais Q1 voire S1 2024. Donc c'est des petites choses, mais avant tout l'équipe. L'équipe a été vraiment top. Et puis ce qui a aussi été un élément clé, c'est le fait que le client participe au délit, on vient d'en parler, mais aussi que lui, il a la matière pour aller discuter avec ses métiers. Je reprends, donc le business AI s'appelle Kamel. Kamel discute avec Jean qui était le super utilisateur de l'application Optimise. Et ils ont créé une vraie relation de confiance. Exactement. Sans la proximité géographique, c'est comme si Kamel est à côté de Jean ou Jean à côté de Kamel. Donc c'est aussi un élément que je mettrai en perspective par rapport à votre question. Oui, vous parlez de l'humain et le fait d'avoir une super équipe. On part quand même d'une équipe qui est à l'étranger, donc loin, une équipe distribuée, qui ne parle pas forcément tout bien français, qui ne connaissent pas forcément le monde de l'hydraulique. Comment vous avez réussi justement à en faire une super équipe? Très bonne question. Je vais répondre là-dessus parce que j'ai une analyse tout à fait personnelle. Le fait qu'on les fasse venir très rapidement en France et on les a immergés avec l'équipe Release Cœur. Donc en fait, ils ont pu discuter ensemble. On a fait une soirée pendant qu'ils étaient en France, on a fait une soirée ensemble. On a essayé de créer du lien aussi entre ces acteurs-là, parce qu'on n'a pas assez mentionné, mais l'équipe Release, elle était là en soutien, en support. Vous avez une question, ils ne comprenaient pas, avant d'appeler Laurent, ils discutaient avec leurs référents français qui sont sur les applications depuis plusieurs mois. Donc, pour moi, ça a contribué aussi à faire en sorte que ils se sont sentis intégrés comme faisant partie vraiment de notre équipe et de notre team. Alors c'est vrai qu'on avait déjà deux streams à Grenoble, on en avait un, du coup on en créé un à Valence, mais finalement ils étaient tous dans le même bateau, sur les mêmes applications. Et je pense que ça c'était important. Après on a parlé de Kamel, on pourrait parler aussi du leader technique qui a sécurisé toute la partie Angular, qui a mis en place tout ce qu'il fallait. On a fait intervenir un architecte de Lyon qui a posé le cadre des composants, je ne sais plus comment ils appellent, peu importe, de tout ce qui était générique, tronc commun. Et en fait, ça leur a donné un cadre clair pour travailler. Voilà. Donc ça, je pense que c'était fondamental. Et puis après, la gestion RH. Je pense que la chef de projet qui était là-bas, elle a été au top sur cet aspect-là, de s'assurer d'être avec l'équipe, de s'assurer que tout le monde allait bien, de créer de la dynamique, de créer du lien, de s'assurer qu'il y avait du lien en permanence avec les Français. Au-delà des compétences techniques, hein, je pense que c'était ça. Et qu'est-ce qui vous a fait aller sur la solution pour mettre la nouvelle solution, de se dire on met en prod dormant ou on active juste pour un utilisateur plutôt que l'effet Big Bang ou... Parce que là, il y avait toute une étape aussi de migration d'utilisateurs, donc qui me prend un petit peu de temps, et on voulait vraiment paralyser les choses, faire une mise en production à blanc, avec l'ouverture à quelques utilisateurs, faire une espèce de phase de recevabilité, s'assurer que la nouvelle application en production fonctionnait très bien, et puis derrière, ça nous laissait le temps en parallèle de préparer cette migration d'utilisateurs, de façon à ce qu'on soit ready to go à un moment donné, qui était aussi souhaité par EDF. Donc là,
Après, si on refait l'histoire, si on avait fait un GoMap direct, on aurait le même résultat. Avec, comme le disait Ludovic, 0 anomalie détectée en production, on aurait eu le même résultat. Mais en discutant avec le client, il nous paraissait plus simple en termes d'approche. Et puis on était aussi fête de fin d'année. Voilà, avec les vacances, on a plutôt dit on fait une mise en prod technique, comme ça on s'arrête fin 2023 et on fait la mise en prod, l'ouverture des services début 2024. Ça vous a coûté plus cher aussi ou pas? Ça, le fait de faire ce petit saut avant. Non. Parce qu'en fait, finalement, on a répété l'acte de mise en production, que ce soit mise en prod du service à blanc ou une vraie mise en production, ça ne changeait rien. C'est juste les utilisateurs qui avaient accès, on a donné accès à certains utilisateurs, les autres n'avaient pas accès. Donc, non, ça n'a pas généré de surcoût d'avoir cette approche-là. C'est une vision de la validation de ce groupe pilote. Oui. On avait vraiment fait ce choix de façon à ce que, notamment Laurent, ait un coup de tampon du métier disant c'est bon, l'application, parce qu'en termes de valeur, l'application n'apporte rien. Pas de nouvelles fonctionnalités, vraiment à la marge, et on fait juste un saut de socle technologique. Donc il voulait vraiment avoir l'adhésion du métier pour qu'il avoir ce coup de tampon et dire ok, c'est bon pour nous, on peut ouvrir l'application. Ce que je disais en introduction, ces applications, elles sont scientifiques, mais elles servent à générer du cash pour EDF. C'est-à-dire que si je sais optimiser ma production, je ne parle pas de la partie environnementale, gestion de l'eau, je sais à quel moment et combien je vais produire. Et donc en fonction du cours de l'électricité, je n'optimise pas seulement ma production d'électricité, j'optimise ce que je vends, j'optimise mon cash. Et donc c'est des applications qui sont malgré tout assez sensibles. Et Laurent, c'est peut-être un. Oui, Laurent, oui. Laurent, lui, attendait la validation de ce groupe. Oui. 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 Bien qu'il ait participé quand même à Tout à fait, le exactement. Et qu'il ait Oui. toutes les itérations, on va dire. Ouais. C'est bien lui qui a souhaité effectivement qu'on œuvre de cette manière-là. On arrive au bout du timing, je vais devoir couper, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas pendant la pause à échanger. Les échanges. Justement, Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.